Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Les obsèques d'Ismaël Haniyeh ont lieu en ce moment à Téhéran, en Iran. Quelle a été votre première réaction, votre premier sentiment, première pensée en apprenant hier matin la mort, l'assassinat du numéro 1 du Hamas en Iran ? Bien, une grande inquiétude des conséquences que va avoir cet assassinat ciblé contre ce chef du Hamas, en dehors de toute considération de ce qu'est le Hamas ou autre. C'est de se dire, là, on franchit quand même une étape supplémentaire. Alors, c'est vrai que depuis des mois, on dit, est-ce qu'on va aller dans l'escalade régionale ? Est-ce qu'on va aller vers une guerre régionale ? C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Mais là, il me semble quand même qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie parce que cet assassinat a lieu à Téhéran, donc en Iran, dans un pays autre. Ça ne se passe pas dans la bande de Gaza, comme il y a eu des dizaines de morts des combattants du Hamas. Et donc là, on est vraiment dans une autre stratégie, qui est une stratégie où, d'une certaine manière, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un calcul de la part de Netanyahou de pousser l'Iran à la faute, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Iran soit obligé de réagir, parce que c'est un coup terrible pour l'Iran. L'Iran menace de se venger d'ailleurs. Et évidemment, l'Iran ne peut pas ne pas réagir parce que sa crédibilité à ce moment-là est complètement mise en question. Mais si l'Iran attaque Israël, ce qu'évidemment je ne souhaite pas et j'espère qu'on évitera cela, mais du coup ça peut permettre aussi à Netanyahou de resserrer les rangs derrière lui, parce qu'on sait que dans le monde occidental, il y a quand même des voix qui s'élèvent contre la violence et bombardements à Gaza qui sont entrés dans leur 10e mois. Et pourquoi, au bout du compte, maintenant on se pose quand même des questions sur la finalité de cela. Et donc ça peut être aussi un moyen pour resserrer les rangs de ce monde occidental derrière Netanyahou pour justifier finalement la poursuite des combats à Gaza, parce que Haniyeh, c'est une prise de guerre, si je peux dire, pour Netanyahou, d'avoir réussi cet assassinat, mais la vraie personne qui est visée par Israël, c'est Yahya Sinwar, qui est le chef de la branche militaire et qui est à Gaza. Qui va assurer l'intérim. Mais sur cet instant, Marie Bernardo disait, votre première réaction, vous vous dites, quoi, il a osé, il joue le chaos. Il joue le chaos. Ça vous surprend ? Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. C'est-à-dire que ce que je savais, c'est qu'il y aurait effectivement une riposte, parce qu'il y avait eu l'événement dramatique de Majda al-Sham, c'est-à-dire ces enfants qui ont été visés par le Hezbollah, enfin une requête qui vient du Hezbollah, de ces enfants, 12 enfants qui jouent sur le plateau du Golan. Donc on sait qu'il va y avoir une réaction. D'ailleurs, la réaction a lieu au Liban contre un responsable du Hezbollah dans la banlieue sud, mais on pouvait imaginer que dans l'idée des Israéliens, toucher le Hezbollah, c'est une chose, mais il faut aussi toucher l'Iran, parce que l'Iran est le soutien du Hezbollah. Et dans les discours ces derniers temps de Netanyahou, il parlait beaucoup de l'Iran. Et donc, ça pouvait laisser penser qu'il y avait une idée, justement, d'aller au-delà. Donc, ma première action, c'est de me dire, alors là, on va rentrer dans un chaos indescriptible que je recherche véritablement les Israéliens. Est-ce qu'ils veulent détourner un peu l'attention de ce qui se passe à Gaza ? Puisque, en fait, depuis 2-3 jours, on parle pratiquement plus de Gaza, puisqu'évidemment, les regards sont tournés vers l'Iran à juste titre. Les bombardements continuent de façon absolument dramatique dans la bande de Gaza, qui est littéralement détruite. Et donc, c'est toutes ces questions qui se mélangent dans ma tête, si je puis dire, en me disant, mais de toute façon, au lieu d'aller vers un apaisement avec ces idées, enfin il y avait l'idée que les négociations étaient en train de repartir à Doha entre les Américains, les Israéliens, les Palestiniens, et dire que tout ça va voler en éclats. Et donc ma deuxième réaction, c'est de me dire, mais il n'y a plus de négociation possible dans ce contexte. Dans ces conditions, comment vous analysez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien hier ? Il reconnaît que l'armée israélienne a tué un commandant du Hezbollah, mais ne parle pas de l'Iran et d'Ismaël Haniyeh à Téhéran. Parce que attaquer un pays comme l'Iran, c'est quand même autre chose que de toucher une cible au Liban, où Israël a régulièrement mené des opérations. Il y a eu déjà beaucoup de responsables du Hezbollah qui ont été tués au Liban. Que le Liban est en confrontation directe avec Israël. Là, quand vous touchez l'Iran, là aussi, vous franchissez un autre stade. Et dans ce genre de situation, un pays, rarement, va revendiquer un attentat dans un pays un peu éloigné, avec toutes les conséquences diplomatiques et militaires que ça peut avoir. Donc l'absence de revendication de la part d'Israël me paraît tout à fait logique dans ce contexte. C'est un coup rude pour le Hamas. C'est important de comprendre qui était Ismaël Haniyeh.
plutôt très populaire dans les territoires, plutôt considéré comme modéré, pragmatique, c'est le cas? Alors je dirais plutôt pragmatique que modéré. Oui, c'est un homme qui a une certaine aura dans les territoires parce que c'est un réfugié lui-même. Sa famille est une famille de réfugiés et donc il est à Gaza. L'incarnation de ces Palestiniens réfugiés depuis 1948, donc de familles qui n'ont jamais cessé d'être réfugiés. Et donc il a participé à la création du mouvement de Hamas. Il a été vraiment à l'origine avec d'autres autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui incarne cette résistance, même si je sais que ce terme peut choquer, mais considéré comme il faut défendre notre territoire, le territoire de Palestine. Mais juste pour une petite information complémentaire qui est intéressante, il y a un journaliste palestinien à Gaza qui documente d'ailleurs beaucoup auprès des journalistes français ce qui se passe, Rami Abou Jamous, et qui nous disait hier, il y a une boucle WhatsApp où il nous fait part de la situation, et donc il a beaucoup interviewé dans la rue hier des Palestiniens à Gaza pour savoir comment ils réagissaient justement à l'assassinat de Haniyeh. Et en fait, ce qui est frappant dans ce qu'il rapporte, c'est que les Gazaouis disent, voilà, c'est notre sort à nous maintenant depuis des mois et des mois, nos familles sont décimées, donc qu'ils soient assassinés, oui, mais ça n'a pas suscité de réaction plus forte que ça, tellement le désespoir des Gazaouis est tel que, de toute façon, le Hamas est là, va continuer à mener ce qu'il estime être son combat. Et donc, ça n'a pas suscité ce qu'on aurait pu imaginer de fortes mobilisations. Je crois que les mobilisations sont plus fortes en Cisjordanie et dans le monde arabe qu'à Gaza, en raison de l'épuisement de la population. Est-ce que c'est le commanditaire des massacres du 7 octobre qui a là été assassiné ? Je crois que c'est plus quand même Yahya Sinwar qui est vraiment donc le chef de la branche militaire qui, lui, semble-t-il, est encore à Gaza, mais il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'on n'a quand même pas d'informations précises là-dessus. Que Haniyeh était associé à un moment ou à un autre, oui, bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été visé, parce qu'Israël a toujours dit, de toute façon, qu'ils iraient chercher les uns après les autres tous les commanditaires des attentats du 7 octobre, comme fait Israël depuis le début. Je veux dire, tous les responsables d'attentats en Israël ont toujours été visés, et les assassinats ciblés comme celui-ci, il y en a eu des dizaines dans l'histoire d'Israël. Donc on est vraiment dans la stratégie, qui est toujours cette stratégie d'Israël, d'aller rechercher, là où ils sont, ceux qui sont responsables d'attentats contre des Israéliens. Le Hamas, vous le laissiez entendre, mais c'est intéressant qu'on s'y arrête 2 minutes, n'est pas tout à fait à terre. N'est même pas, vous racontez la réaction de la rue. Il y a Yahya Sinwar, il y a Mohamed Deif, qui sont a priori en vie. Alors, Mohamed ça reste Deif, des cibles pour Israël? On ne sait pas si Mohamed Deif est encore en vie, puisqu'il y a eu une attaque il y a quelques semaines, je n'ai plus la date exacte, mais assez récemment, des bombardements israéliens, à l'issue desquels les Israéliens ont dit qu'il avait été tué. Mais il n'y a jamais eu de confirmation de cet assassinat. Alors qu'un autre responsable du Hamas, au cours de cette même opération, ça a été confirmé qu'il était mort, Raja Salama. Donc, il y a un point d'interrogation. Yahya Sinwar, on ne sait pas s'il est encore vivant. On pense qu'il est encore vivant. En tous les cas, il n'y a pas eu de revendication de sa mort. Mais tout ça pour dire que, de toute façon, le Hamas est un mouvement qui continue à exister. Toutes les opérations ciblées, les assassinats ciblés contre les responsables du Hamas depuis maintenant des dizaines d'années. Je pense à Sher Yassine, qui était le fondateur du mouvement du Hamas, qui a été assassiné. Rantissi, qui était un autre leader du Hamas, qui a été assassiné. Ça n'a pas empêché de nouveaux leaders d'émerger et de poursuivre ce qu'ils estiment être leur combat. Donc, c'est vrai que c'est un coup dur, visible, évidemment. Momentané, c'est un coup dur momentané, bien sûr. Mais le Hamas renaît en permanence. Mais il y a d'autres responsables du Hamas qui sont là. Alors on parle de Khaled Meshaal, qui est un autre fondateur, qui était le prédécesseur d'ailleurs de Haniyeh, qui est basé à Doha. Mais il y a aussi Mahmoud Azhar. Enfin, il y a. Ils désigneront officiellement un successeur ? Alors, je pense qu'ils désigneront officiellement, parce qu'on a aussi besoin d'avoir un successeur et d'avoir une autorité pour pouvoir poursuivre les négociations si à un moment il y a une volonté de continuer ou non ces négociations. Et ça, il faut bien les faire avec un interlocuteur. Et c'est pas avec Yahya Sinwar qu'on va pouvoir faire des négociations, alors qu'évidemment, il se cache pour les raisons évidentes. Et donc, on a besoin aussi d'une direction, j'allais dire un peu plus officielle, à Doha, et qui permet de maintenir ce dialogue. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun dialogue et que la guerre continue indéfiniment. Agnès Levallois, vous allez nous dire aussi ce que ça dit, tout ça, de la stratégie israélienne, ce que ça nous dit également de l'Iran, de sa vulnérabilité peut-être dans une minute, puisqu'il est 8h40 et c'est l'heure du Fil Info. Mathilde Romagnan. Au
Venezuela, Nicolas Maduro appelle à mettre les chefs de l'opposition derrière les barreaux après sa réélection contestée. L'opposition, justement, appelle pour la première fois à la mobilisation. Jusqu'ici, les manifestations anti-Maduro étaient spontanées. Elles ont fait au moins 11 morts. Le cerveau des attentats du 11 septembre échappe à la peine capitale aux États-Unis. Khalid Sheikh Mohammed est emprisonné depuis 18 ans à Guantanamo. Au lieu d'un procès où il risquait la peine de mort, il a accepté la réclusion criminelle à perpétuité. Nouvelle chance de médaille aujourd'hui pour la France, en natation par exemple avec Florent Manodou sur le 50 mètres nage libre, mais aussi en judo avec Madeleine Malonga en moins de 78 kilos. Le fleuret, dames aussi par équipe, la voile ou encore le tir. La France a désormais 26 médailles au compteur, elle est deuxième au classement général. Et puis les fortes chaleurs continuent en France, 13 départements restent aujourd'hui en vigilance orange canicule, principalement dans le quart sud-est, avec des maximales entre 35 et 40 degrés. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Avec Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche Méditerranée Moyen-Orient. C'est perçu comment en Israël? Comme une victoire? Alors, la réaction est ambivalente et il faut vraiment faire la part des choses entre les familles des otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza et qui ont réagi de façon très forte contre cette opération, puisque Haniyeh est l'homme, justement, de la négociation à Doha avec les services de renseignement israéliens, américains, égyptiens et le Qatar. Et donc l'assassinat de Haniyeh veut dire que pour l'instant, ces négociations sont arrêtées. Mais que ça les met en danger, donc, et que ça les met encore plus en danger, puisqu'on ne sait pas dans quel état un certain nombre de ces otages sont. Et donc là, il y a une réaction très forte, une mobilisation des manifestations de la part des familles des otages, alors que notre partie de la société israélienne, et là je pense plutôt à ceux qui soutiennent l'extrême droite, considère que de toute façon, il ne faut pas négocier, et donc tant pis si les otages ne reviennent pas en Israël, c'est le prix à payer pour reprendre l'expression israélienne, pour éradiquer le Hamas. Donc là, on est dans une situation au sein de la société israélienne qui est très marquée, suivant là où vous êtes, de savoir si vous êtes pour la négociation ou si vous n'êtes pas pour la négociation. Benjamin Netanyahou, en faisant cela, répond à son extrême droite ? Oui, absolument. On voit bien qu'il est quand même engagé, me semble-t-il, en tout cas, dans une fuite en avant et avec une pression en permanence qui est exercée par l'extrême droite qui lui permet de maintenir sa coalition et que donc ces deux ministres en particulier qui n'ont de cesse que d'exercer des pressions sur Netanyahou pour qu'il se maintienne, puisqu'il menace de démissionner régulièrement. Netanyahou, qui ne veut pas de cette démission pour éviter d'être mis en difficulté, eh bien, accepte aussi toute cette pression. Et on est face, du coup, à une situation qui est assez inquiétante, parce que une partie de la société israélienne est vraiment contre Netanyahou. Et elle manifeste d'ailleurs régulièrement pour le dire. Mais en même temps, il y a un soutien encore majoritaire sur la stratégie du gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Et donc, ça peut paraître contradictoire, mais beaucoup veulent le départ de Netanyahou, mais sans remettre en question la stratégie qui est menée d'élimination du Hamas. Et tant que des otages en tout cas, seront potentiellement, même si on ne connaît pas exactement le nombre, je ne sais pas quelles informations vous avez. Là, il n'y a aucune information de plus. Mais tant que ces otages seront otages, Netanyahou restera en place. Oui, absolument. C'est le sens. Sauf si, effectivement, maintenant, avec cet assassinat ciblé qui remet en question ces négociations, mais ce que je crains, c'est que les Israéliens qui sont opposés à cette stratégie, en fait, sont finalement minoritaires en Israël, puisque il y a le sentiment que de toute façon, c'est le prix à payer pour se débarrasser du Hamas, et donc on justifie finalement ce qui est en train de se passer. Alors, la vulnérabilité de l'Iran, c'est évidemment un sujet, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont touchés, mais c'est un affront absolu pour les Iraniens. Oui, c'est un affront absolument inimaginable, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des opérations menées par Israël, mais qui visaient, par exemple, des responsables du programme nucléaire iranien. Il y avait eu un des responsables, et on savait très bien que c'était une opération qui n'avait pas été revendiquée pour les mêmes raisons, mais qui avait été menée par Israël, qui ne voulait surtout pas que l'Iran arrive à terme pour pouvoir avoir la technologie permettant d'avoir le nucléaire militaire. Donc il y a déjà eu des opérations qui ont été menées en Iran. Mais une opération de cette importance, c'est-à-dire d'arriver à viser un responsable étranger
qui est en visite en Iran, donc sous la responsabilité. Et en pleine investiture du nouveau président. Et en pleine investiture. Mais là, je pense que c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire que pour l'Israël, ça a été une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a eu l'occasion de mener cette opération, puisqu'il était dans les radars des Israéliens. Ils n'allaient pas le faire à Doha. C'était ma question. Ils ne peuvent pas. C'était inimaginable, ça. Inimaginable à Doha. Parce que d'abord, la première base américaine dans la région est à Doha. Et donc, ça voudrait dire quand même que tout ça se passe avec l'approbation des Américains, et là les Américains ont bien pris la peine de dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette opération. Et donc je pense que ça mettait vraiment beaucoup trop en difficulté les alliés d'Israël en faisant ça à Doha. Et donc l'occasion, c'est de faire un Iran qui est en plus un ennemi, donc on ne prend aucun risque à mener une opération de la sorte. Mais pour l'Iran, c'est absolument catastrophique. L'Iran qui menace, on le disait, de se venger. Mais quel crédit, quelle importance accorder à cette menace et quelle forme elle peut prendre finalement ? Elle peut prendre différentes formes. Moi, je ne crois pas, évidemment. Alors, il peut y avoir une opération un peu comme celle qui avait été menée au lendemain de l'attaque du consulat iranien à Damas, où après, on avait vu un certain nombre de... Il y avait une volonté d'envoyer 300 missiles et drones pour saturer l'espace aérien israélien, mais ça avait été fait de façon relativement mesurée pour éviter la déflagration régionale. Donc, il peut y avoir une autre stratégie de cette nature-là, ou alors en utilisant les proxys iraniens, ses soutiens dans la région, que ce soit les Houthis au Yémen, que ce soit les Irakiens éventuellement, parce que là, il y a eu des attaques aussi des Irakiens et les Américains ont riposté. Ça peut être à travers le Hezbollah. Et donc, il peut y avoir une opération coordonnée de plusieurs proxys, plus une réaction de l'Iran même. Une coalition, en fait. Oui, absolument. De dire, maintenant, on ne peut pas rester sans rien faire et donc on va réagir. C'est un vrai risque, ça, aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est un risque qui est absolument évident. Et Ali Khamenei, le guide suprême, c'est lui qui décide, évidemment, dans ce genre de situation, a dit qu'il fallait aussi que l'Iran réagisse lui-même. Donc, il peut y avoir une opération iranienne, mais sans exclure aussi une réaction de la part des proxys en coordination pour bien montrer que l'Iran ne peut pas se laisser faire. D'autant que, quelques heures plus tôt, le numéro 2 du Hezbollah, lui, est tué le bras droit d'Hassan Nasrallah, c'est bien ça. C'est bien le main droit, tué à Beyrouth. Le Hezbollah qui était resté, détrompez-moi si je dis une bêtise, mais plutôt mesuré dans sa riposte jusqu'ici, malgré la violence de ce qui se passe à Gaza depuis octobre. Là, est-ce qu'ils peuvent ne pas riposter ? Alors, ça va être compliqué de ne pas riposter, parce qu'effectivement, là, les bombardements ont eu lieu dans la banlieue sud, ce qu'on appelle la Dahiyeh à Beyrouth, et donc on pensait quand même que l'Israélien n'irait pas jusqu'à Beyrouth. Tous les commentateurs disaient que les frappes resteraient dans la banlieue, dans le sud du Liban ou exactement dans la plaine de la Beka où il y a beaucoup d'infrastructures. Le fait d'avoir été dans la banlieue sud, parce qu'il était là, effectivement, ça fait craindre là aussi une riposte. C'est pour ça qu'on peut tout à fait imaginer une riposte concertée de la part des Iraniens, du Hezbollah, les Houthis qui évidemment ont réagi parce que depuis le début de la guerre à Gaza, comme ils soutiennent les Gazaouis, ils mènent des opérations, vous vous souvenez, en mer Rouge contre des navires. Donc la crainte aujourd'hui, me semble-t-il, elle est là. Et on va évoquer les réactions internationales, américaines et françaises, notamment juste après le fil info de 9h-10. Mathilde Romagnan. Les principaux syndicats de taxis parisiens demandent une compensation financière au ministre des Transports face à une perte d'activité pendant les Jeux de Paris. Depuis le printemps, ils disent qu'ils ont moins de courses à cause des restrictions de circulation, mais aussi des périmètres de sécurité. Au Venezuela, l'opposition appelle pour la première fois à la mobilisation après la réélection contestée de Nicolás Maduro. Jusqu'ici, les manifestations étaient spontanées. Elles ont fait au moins 11 morts dans le pays. Nicolás Maduro a appelé à mettre les chefs de l'opposition derrière les barreaux. 3e jour de recherche aujourd'hui dans les Vosges pour tenter de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu en septembre dernier en Alsace. Les fouilles menées hier n'ont rien donné. Plus aucun département n'est en vigilance orange pour les orages. Ils ont fait de nombreux dégâts hier. Des milliers de foyers privés d'électricité en Bourgogne et en Normandie. Les orages qui ont aussi fortement perturbé la ligne TGV Sud-Est. Des arbres ont chuté sur les voies. Reprise normale ce matin du trafic ferroviaire sur cet axe. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. En compagnie d'Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche Méditerranée Moyen-Orient. Vous disiez, Agnès Levallois, que les Américains disaient ne pas être au courant. Moi, je note quand même que il y avait la Cour pénale internationale il y avait un mandat d'arrêt contre Ismaël Haniyeh. Celui du Hezbollah, sa tête était mise à prix par les Américains. Ils ne savaient pas.
C'est la déclaration officielle d'Anthony Blinken pour se démarquer justement, parce que la préoccupation des Américains, c'est d'éviter justement cette guerre avec l'Iran. Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a vraiment, et on sait qu'il y a des négociations secrètes, des négociations ou des discussions plutôt entre les Américains et les Iraniens qui se passent dans le Sultanat d'Oman, qui se passent en Irak, pour justement éviter cette confrontation régionale dont ne veulent absolument pas les Américains et les Iraniens. Donc cette opération qui est menée par Israël en Iran n'est pas de l'intérêt des Américains qui n'ont de cesse que d'éviter justement cette extension au Moyen-Orient de cette guerre à Gaza. Donc c'est un affront, du coup, fait aussi aux États-Unis ? Je considère, moi, que ça peut être un affront. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça s'est déroulé au lendemain ou au retour de Netanyahou des États-Unis, quand même. Il est reparti dimanche, quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que ce que l'on sait, c'est qu'il allait aussi aux États-Unis pour obtenir un soutien encore plus fort et renforcé, avec les critiques, quand même, que Biden a pu émettre à plusieurs reprises tout au long du déroulé de cette guerre, sans obtenir vraiment satisfaction. Mais on sait que Netanyahou est allé chercher du réconfort, si je puis dire, que son discours devant le Congrès était un moyen d'avoir aussi le soutien du Congrès américain pour le plus d'armement, pour continuer. Bon. Donc tout ça, effectivement, laisse penser qu'il y a eu un accord. Mais moi, je ne crois pas que les Américains aient donné un accord à une opération telle que celle-ci en Iran. Les Américains sont d'accord pour l'élimination, sans le dire officiellement, d'un certain nombre de responsables, et que le responsable du Hezbollah, Fouad Shokr, qui a été tué dans cette frappe dans la banlieue sud, effectivement est un homme qui a été mis à prix, si je puis dire, par les Américains, parce qu'il était tenu comme un des responsables de la fameuse opération à Beyrouth dans les années 80 contre les Marines américains. Donc évidemment que c'était 240 morts, 128 blessés. Voilà, exactement. Donc là, cette cible, ça n'est pas n'importe quoi. Kamala Harris, mais l'Iran, c'est autre chose. Kamala Harris, Netanyahou l'a vu ? Oui, il l'a vu, et ça a été un peu froid, puisqu'elle a quand même tenu des propos qui n'ont pas beaucoup plu à Netanyahou, qui étaient de dire tous ces massacres de civils, ça n'est pas possible, on ne peut pas rester muet face à ça. Donc il y a eu, mais en même temps, dès le lendemain de l'opération en Iran, évidemment, Kamala Harris a réaffirmé son soutien à la sécurité d'Israël. Mais est-ce qu'elle pourrait faire plier Israël alors que Joe Biden n'a pas réussi finalement ? Vous savez, il y a un moyen très simple de faire plier les Israéliens, c'est d'arrêter de livrer des munitions. C'est quand même cette guerre. Ça Ben au mois de mai, vous vous souvenez, pendant une semaine, il y avait eu un arrêt parce que Netanyahou ne répondait pas aux pressions américaines. Mais en fait, le soutien est revenu très vite. Donc, d'un point de vue intérieur américain, c'est très compliqué. Mais il y a un moyen très simple d'arrêter cette guerre. C'est d'arrêter de livrer de l'armement pour, effectivement, contraindre les deux parties à parler. Qui est plutôt une demande, on va dire, du camp démocrate. Oui. Mais ce qui est compliqué, je veux dire, Joe Biden était déjà lui-même en campagne, n'est pas allé dans cette voie. Et donc toute la difficulté, c'est qu'on sait qu'un Trump, évidemment, s'empare de ce dossier soutenu comme il est par les évangélistes et pour qui le soutien à Israël ne se discute absolument pas, quitte à tuer les 2 millions de Palestiniens. Enfin, je caricature, mais pour eux, c'est vraiment cette idée-là. Donc, effectivement, en pleine campagne électorale, ce que peut dire Kamala Harris, il y a une légère inflexion, mais là, on voit bien que c'est à destination aussi de politique intérieure pour récupérer ces jeunes démocrates qui se détournent du parti en raison de ce soutien conditionnel à Israël. Donc tout va être bloqué. Et ce qui est très dangereux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en campagne électorale aux États-Unis. Après l'élection de novembre et de janvier, il y a quand même un vide. Et donc là, on est dans une période, en gros, de 6 mois où pratiquement, il ne peut pas se passer grand-chose, même en termes de pression des Américains. Et donc, on voit la situation sur le terrain se dégrader un peu plus, avec un Netanyahou qui se dit que là, eh bien, il a un boulevard devant lui pour aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaite faire. Donc, la guerre continue. Donc, la guerre continue, avec une dimension. Et les otages restent otages. Et les otages restent otages. Et le Hamas peut répliquer également. Alors, les capacités du Hamas, quand même, sont affaiblies. Après 10 mois de guerre et sans possibilité, lui, pour le coup, de se réapprovisionner. Donc, on a un Hamas qui est affaibli militairement parlant. Ça, c'est évident. Il existe toujours. On ne le fait pas disparaître en bombardant ses responsables et la population civile. Maintenant, tous les événements de ces derniers jours ne peuvent que renforcer tout cet axe
qu'on appelle l'axe de la résistance, et qui du coup peut le faire intervenir de façon plus directe dans cette guerre. Et c'est là où il y a un énorme danger. Et la conséquence de ces actions de ces derniers jours sont absolument dramatiques. Emmanuel Macron a parlé au président iranien, lui a dit que Téhéran devait cesser son soutien aux acteurs déstabilisateurs. Quel peut être le rôle, le poids éventuel de la France et de l'Europe au-delà de ça? Alors, il n'y a pas de poids de l'Europe parce que l'Europe est trop divisée sur cette question. C'est vraiment, il y a des pays qui ont des positions radicalement opposées. La France, sur l'Iran, elle ne peut rien faire. En revanche, sur le Liban, on sait que la France travaille en coordination avec les Américains. Et donc, il y a vraiment une diplomatie américano-française qui, depuis le début, d'ailleurs, à la suite des drames du massacre du 7 octobre, qui travaille avec le Liban pour éviter que cette guerre n'atteigne le Liban dans des proportions autres que celles que l'on a vues jusque-là, qui sont des assassinats ciblés ou des actions très ponctuelles. Donc il y a une mobilisation de la diplomatie française sur le Liban. Sur l'Iran, je crois qu'il faut quand même être raisonnable. C'est pas nous qui avons des leviers sur le président iranien. Agnès Levallois, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin, invitée du 830, vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut d'études et de recherche Méditerranée Moyen-Orient. Bonne journée à vous.